La page culture, comme chaque mercredi avec Aurélia de BC. Aurélia, ce soir, vous allez nous parler cinéma avec vos invités, des organisateurs de festivals, des directeurs de salles également, qui vont nous rejoindre dans un instant. Juste le temps tout d'abord de se rendre du côté de Versailles. Vous le savez, si vous étiez avec nous hier, l'Opéra Royal favorise le mécénat pour se développer. C'est même, en dehors de la billetterie, son unique système de ressources pour financer les spectacles vivants. Le Cercle des mécènes qui s'est réuni hier à Versailles. Catherine Zulato et Guillaume Camps pour les explications. Dernière répétition de Platée de Rameau jouée à l'Opéra Royal de Versailles. Dans ce théâtre tant voulu par Louis XIV s'enchaînent des spectacles tout au long de l'année. Ce petit chef-d'œuvre d'astuce et de grâce fait tout en bois ne perçoit aucune subvention. Ses financements, l'Opéra Royal les tient des recettes d'entrée mais surtout des mécènes. Le Cercle de l'Opéra, c'est donc son nom, regroupe 12 mécènes. Le cercle existe depuis 2009. Il vient de s'ouvrir aux PME et aux TPE, aux toutes petites entreprises. C'est la possibilité de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire. Alors, ça peut être acheter un clavecin dont on a besoin pour l'opéra. Ça peut être financer un spectacle qu'on n'aurait pas pu financer cette année parce qu'on n'en aurait pas eu les moyens tout seul. Le ticket d'entrée pour intégrer le cercle des mécènes est fixé à 4 000 € et peut atteindre 45 000 €. Mais parler d'argent dans ce domaine, c'est toujours, disons, déplacé. Il est un intérêt fiscal, mais enfin, ce n'est pas l'intérêt majeur. L'intérêt majeur, c'est quand même de participer à ce que notre patrimoine vive et vive bien. Le retour, il se fait en ambiance, en contact, en richesse de contact. Et puis quand on est amoureux, on ne compte pas, comme on dit. Donc, alors, ne parlons pas d'avantage fiscal. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Grâce à l'argent des mécènes, l'Opéra Royal de Versailles a pu s'offrir une création de Denis Podalides. D'autres événements seront proposés à l'occasion de l'année Le Nôtre, qui va occuper la vie du château pendant tout 2013. Après l'opéra, le cinéma, je vous le disais, avec trois invités. Franck Villette, bonsoir, président organisateur du Festival international du film court à Jouy-en-Josas. Également Jean Feugère, bonsoir, directeur du cinéma La Barbacane, c'est à Ben. Et puis Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa, c'est à Saint-Cyr-l'École. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Aurélia. Et oui, donc nous recevons, et nous avons beaucoup de chance ce soir, trois experts du cinéma. Donc chacun d'entre vous, vous allez nous parler de votre programmation respective. On va commencer avec Franck Villette, puisque dès ce week-end, donc dès vendredi même, a lieu donc, le Festival international du film court à Jouy-en-Josas. Alors dites-nous, c'est une 4e édition, quelles sont les nouveautés? 4e édition déjà, et on a 34 films en compétition. Et les nouveautés, il y aura notamment une leçon de cinéma qu'on installe le vendredi soir pour faire découvrir le court-métrage. Donc c'est pas que de la projection. C'est pas que de la projection. On a voulu vraiment apporter autre chose que de la simple projection au public. Voilà, pour leur donner envie de s'intéresser au court-métrage. Le public peut interagir ou Oui, le public peut interagir, il peut poser des questions, il y aura vraiment une interaction entre les invités et le public. Et puis je crois que dans les nouveautés, vous avez aussi une partie ciné-conte cette année. Voilà, ça c'est pour le dimanche, où la journée est un peu plus réservée aux enfants, en tous les cas aux jeunes publics. Il y a un ciné-conte avec Bertille Soulier, qui est une conteuse, et qui interviendra, pareil, en interactivité avec les enfants. Elle interviendra sur les courts-métrages. Donc son conte aura un rapport avec les films qui seront diffusés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir expliquer peut-être de manière plus simple. Oui, plus simple, de façon ludique, expliquer vraiment ce qu'est le court-métrage et amener une histoire un peu plus facilement qu'une simple projection d'un film. Et vous avez deux types de compétitions, une compétition officielle, voilà, et une compétition jeune public. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés à constituer les membres du jury ? Oui, toujours. Ouais. C'est toujours à la au dernier moment, parce qu'il y a des problèmes de planning, d'emploi du temps pour
pour ses invités. Donc on aura Catherine Benguigui qui est actrice et Julien Courbet, acteur aussi. Voilà, on aura également une productrice, un autre acteur. Donc il y a des personnalités. Voilà, il y a des personnalités. On essaye de mélanger un petit peu les fonctions, personnalités ou gens un peu moins connus, même dans les fonctions acteurs, techniciens. Donc Anaïs Bertrand, productrice, et Thomas Faucheux qui est acteur et magicien. Alors en compétition, il y aura également un film qui s'appelle Ce n'est pas un film de cow-boy. Voilà. On va regarder sa bande-annonce et juste pour information, ce film est également en compétition pour les Césars. Donc on regarde tout de suite. Je vais te demander un truc. T'as vu toi le film à la télé hier soir, Brokeback Mountain? Non, j'ai pas le droit de regarder la télé. Ma mère elle trouve que c'est abruti. Merde. Mais à ce qui paraît, c'est un super bon western. Hein. C'est pas un western. Il y a des cow-boys et tout. C'est un truc nouveau. C'est quoi? C'est genre... C'est un western PD. Voilà pour cette bande-annonce de ce court-métrage en compétition, vous l'avez dit, pour les Césars. Exactement. Alors, on va rappeler les dates du festival. Ça démarre vendredi. Donc le 22 jusqu'au 24, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, voilà. D'accord. Est-ce que dans le public que vous attendez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire là, pour qu'ils viennent vous voir ce week-end? Eh bien, s'ils ne connaissent pas le format du court-métrage, c'est l'occasion de venir découvrir vraiment j'allais dire des petites perles. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de dénicher des courts-métrages voilà, qui nous ont intéressés, évidemment, qui nous ont touchés au niveau du sujet. Voilà, ensuite... C'était une sélection un peu difficile, oui, hein, vous m'aviez dit 861 films, voilà. on a reçu. Pour au final... Que vous avez visionné? On a visionné, oui. 861, d'accord. Avec une durée moyenne pour les courts-métrages de... Nous, on limite à 20 minutes. J'espère qu'ils ne faisaient pas tous 20 minutes. Parce Il y en a que ça beaucoup qui faisaient au-delà de 15, mais bon. Voilà. Vous avez eu des journées bien remplies. Voilà, on a eu des journées bien remplies. Et voilà, donc pour au final avoir retenu combien de... 34. 34 en sélection officielle, donc 34 films inédits. On a une sélection best-of aussi 2012 avec les films primés l'année dernière pour compléter avec la leçon de cinéma. Voilà, et donc s'ils aiment le court-métrage, eh bien c'est le moment de venir. Vendredi et samedi, il y a des intervenants, des invités, voilà, des rencontres professionnelles. Un partage entre le public et les professionnels, c'est important. Les professionnels, les programmateurs de salles, vous en pensez quoi des courts-métrages d'une manière générale? Voilà. Est-ce que vous êtes amateur, client de courts-métrages? Oui, enfin, nous, on est adhérent à l'Agence du court-métrage, qui est une association qui soutient le court-métrage en France et qui donc nous donne la possibilité, à des coûts un peu moindres en tout cas, d'avoir accès à des courts-métrages, à tout un catalogue donc, qui est négocié et qui nous permettent, nous, de présenter un court-métrage chaque semaine dans notre salle, devant un film un peu au hasard et au choix. On essaie de trouver des thématiques entre les grands films. De voir des courts-métrages projetés dans des salles de cinéma, ça reste assez rare. C'est devenu plus rare en tout cas. C'est devenu plus rare, effectivement, oui. Malheureusement, parce que c'est une magnifique école et une magnifique manière d'aborder d'autres formes de cinéma. C'est bien dommage. Oui, exactement. C'est un genre, enfin c'est un format qui est cantonné à la télévision à des horaires très tardifs et dans nos salles, voilà, quelquefois en avant-programme. Qu'est-ce qui fait un bon court-métrage alors? Le critère qui sera essentiel pour la sélection une bonne histoire, une bonne technique, un bon jeu de comédien. Après, il y a une part de subjectivité quand on fait la sélection, évidemment, mais voilà, ce sont les trois principaux critères. Voilà, vous retenez le scénario, le jeu d'acteur et la technique au niveau de l'image. Et le résultat global, en fait. Le résultat global, voilà. Après, les moyens qu'ils ont eu pour le faire, nous, on ne retient pas ça en jeu. C'est vraiment le résultat qui compte. Et vous, Bertrand Pigné, vous nous proposez aussi une programmation un peu inédite.
dans votre cinéma. Un peu particulière. Et oui, puisque tout va se dérouler sur une nuit. Oui, c'est ça, oui, c'est l'idée, voilà. Puisqu'on a des gens qui viennent au cinéma de manière un peu large, là on a essayé de faire une sorte d'événement, voilà, de faire venir les gens tous ensemble à un moment donné, toute une nuit. Et vous avez choisi on a choisi le thème des serial killers, parce que ça... un indice, on le voit pas bien à l'antenne, peut-être on l'a vu tout à l'heure, vous avez le t-shirt pour qu'on comprenne bien. Voilà. Oui, voilà. Je le mets comme ça et on le verrait bien. En fait, oui, on a choisi le serial killer parce que ça tient réveillé, les serial killers, hein, évidemment. Oui, parce qu'il faut tenir réveillé jusqu'à 5h du matin quand même. C'est ça, c'est l'idée. Après, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. C'est confortable une salle de cinéma pour dormir aussi, mais je pense que ces films-là ne permettront pas de dormir en fait. Alors dites-nous quels films seront à l'affiche. Alors à 21h, le premier film c'est God Bless America, un film indépendant américain qui est sorti il y a quelques mois et qui raconte l'odyssée d'un homme en phase terminale et d'une jeune lycéenne qui ont tous les deux marre de la médiaculture américaine et qui vont donc se mettre à canarder un peu partout, et en particulier les stars de la télé-réalité. Alors justement... Désolé de parler ça sur un plateau de télé. Mais... Dites-nous quels sont les 3 autres films et puis on va regarder un extrait du premier. Alors le second film c'est Maniac, qui est un remake d'un film de 84 qui avait été assez marquant, en tout cas moi qui m'avait marqué quand je l'ai découvert, un peu jeune peut-être, avec Elijah Wood, réalisé par Frank Calfoun et Alexandre Aja. Le troisième film, donc c'est l'histoire d'un serial killer qui a des tendances à scalper les gens. En fait. C'est Malcolm. Voilà. Non, ça c'est le deuxième Maniac. Le troisième film, Malcolm, c'est beaucoup plus drôle. C'est une sorte de C'est arrivé près de chez vous pour ceux qui connaissent. Découper les gens, c'est pas très 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 drôle. On est sur une thématique. Ouais, c'est pas le but en tout cas du deuxième. Le deuxième est interdit aux moins de 16 ans et il est vraiment voilà. Tous les autres dans un registre très loin de ce qu'il avait pu faire avec le Seigneur des Anneaux. Exactement, tout à fait. Oui. Mais voilà, qui apparemment est le bon acteur pour le rôle. Et ensuite, les autres films sont simplement interdits aux moins de 12, enfin déconseillés aux moins de 12 ans. Et c'est des films qui sont beaucoup plus sur un versant comique en fait. Enfin voilà, qui traitent les choses d'une manière plutôt comique. Donc le troisième, c'est donc Malcolm à 1h du matin. Donc là, on sera le 3 mars, le dimanche 3 mars. Et c'est l'histoire d'un intellectuel américain, enfin new-yorkais, qui trouve que New York n'est pas assez accessible, n'est plus assez accessible aux artistes et qui décide de faire baisser les prix de l'immobilier en tuant des gens, puisque du coup, évidemment, ça devrait faire baisser les prix de l'immobilier, ce qui est une théorie un peu bizarre, mais qui donne un film très drôle. Et le tout dernier film, c'est Touriste, un film anglais de Ben Whitley, qui est sorti également il y a quelques semaines et qui raconte l'histoire, une sorte de road movie à travers l'Angleterre d'un couple qui va tué par accident et finalement y prendre un peu de plaisir au fur et à mesure. Voilà. Alors on va peut-être regarder dans la partie un peu comique. Ouais. God Bless America. Ouais, c'était un peu votre coup de cœur, je crois. Oui. Alors on regarde. Tu t'appelles comment? Steven Clark. Tu peux nous dire ce que tu vas chanter, Steven Clark? C'est comme si la presse lui avait donné carte blanche et qu'il pouvait faire... Et les adolescents avaient été arrêtés après avoir mis le feu à un SDF. Après la pub dans Vilaine Fille. Une tumeur de cette taille-là est vraiment dangereuse. Vous avez de la famille? Ouh, c'est une urgence. Salut, je m'appelle Chloé, j'habite à Virginia Beach et je suis très populaire dans mon lycée parce que je suis jolie. Oula, 24, c'est le jour le plus important de ma vie et t'es en train de le foutre en l'air. C'est moi qui fais tout le boulot. Hé, pervers, tu te crois malin à reluquer les petites lycéennes? Tu fais pas un geste et tu la boucles. Si vous voulez la voiture, prenez-la. Mes parents m'ont pas acheté la bonne. Je sais, c'est vraiment tragique. Est-ce que tu viens de tuer Chloé? Oh, c'est trop bien. C'est excellent pour un début. Tu veux des suggestions? C'est qui tes prochaines victimes? Une sœur Kardashian? Les gens qui disent méga et géant? Les personnes qui disent stop là? Les gens qui portent des bijoux en strass? À quoi ça sert d'avoir une civilisation si les personnes qui la constituent ne voient aucun intérêt à être un minimum civilisées? God Bless America pour cette nuit, un serial killer du côté de votre cinéma, ce sera le 2 mars. Juste une petite question tout de même qui m'interroge depuis tout à l'heure. Là. Le t-shirt Maniac, vous le mettez dans la rue aussi? Oui, bien sûr. Ça n'interpelle pas les gens? Non, pas du tout. D'accord. J'ai pas eu de remarques désagréables en tout cas. Très bien. Personne vous évite? Non, tout va bien? Non, pas du tout. Très bien. Très joli t-shirt. Alors, Merci. Jean Feugère, vous allez également nous parler de votre programmation qui va se dérouler sur plusieurs mois, plusieurs semaines. On va faire un lien quand même peut-être avec la partie serial killer, tout du moins, je dirais pour un des films.
puisqu'en fait, vous, votre programmation, vous allez nous en parler. L'idée, c'est de projeter uniquement des films sur bobine, 35 mm. Et ce qui va préparer, je dirais, notre deuxième thématique tout à l'heure, notre échange, autour justement de la fin de ces projections bobines et pour l'arrivée du tout numérique. Le tout numérique a gagné, finalement. Exactement. Voilà, c'était pas forcément gagné il y a une dizaine d'années. Effectivement, c'était un choix particulier. Alors, effectivement, sur les semaines qui vont venir, sur les mois qui vont nous séparer de ce passage au numérique qui va se passer pour nous tout début juillet, on va travailler sur des thématiques. Une thématique, on tombe autour d'une quinzaine autour de la comédie, une quinzaine, ensuite une semaine autour de l'espionnage, une semaine de science-fiction et enfin un moment qu'on appelle Barbacane, un jeu de mots, qui est là pour accrocher le regard, pour proposer aux gens effectivement de choisir, de sélectionner dans une liste proposée ce qui les a marqués sur ces 10 dernières années dans le cinéma. Voilà. Alors, et tout ça projeté en 35 minutes. Voilà. Et alors, je vous parlais de lien avec Serial Killer, mais on est plus sur la partie comédie, parce que vous allez projeter notamment La Cité de la Peur. Exactement. Ben, on va regarder un petit extrait. Forcément. Hein, on peut pas passer à côté. On va regarder cet extrait, cette bande-annonce de La Cité de la Peur. On rappelle les autres films aussi à l'affiche, sur Le Dîner de Con aussi, par exemple, ou encore SOS Fantôme. Musée, voilà. On va regarder alors La Cité de la Peur. Le Festival de Cannes. L'événement médiatique que le monde entier nous envie. Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre chambre. Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle. Aïe. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Jusqu'à où peut-on aller pour promotioniser un film? Jusqu'à le meurtre? Jusqu'à où? Le film de Les Nuls vous enchantera par ses dialogues éblouissants. C'est joli, ça c'est quoi? C'est du cachemire? C'est du coton. La première voiture, c'était une Peugeot. Parce que moi, je suis pas vraiment acteur. Et ces images chatoyantes. C'est monté un bout de pomme de terre sur. Si vous avez aimé Jurassic Park, La leçon de piano et Le Fugitif, eh ben nous aussi on a bien aimé. La Cité de la Peur qui sera projetée version pellicule, hein, véritablement, pas encore de tout numérique. Hein, vous allez encore utiliser la bobine. Cette magie de la lumière, nous en parlions tout à l'heure, effectivement, les projectionnistes, pour eux, c'est la magie de la lumière, ce travail. C'est froid le tout numérique? C'est trop froid? C'est trop lisse, trop plat, trop parfait. déjà adopté, vont nous en parler peut-être. Mais, voilà. Mais juste pour le plaisir, moi j'ai bien envie qu'on regarde un extrait d'SOS Fantôme. Vous voulez un autre extrait encore? Bon, eh ben alors si tout le monde est prêt, regardons cet extrait SOS Fantôme, aussi projeté du côté du cinéma de Ben. Des fantômes. Allô, SOS Fantôme. Ils sont palpables. Ah oui? Implacables. Chez vous? Indélogeables. Un client, youpi! SOS Fantôme. Vous n'auriez pas vu un revenant? 3 hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes. Désirez-vous ce corps qui brûle? Voilà, SOS Fantôme 1984. Hein, exactement, date de sortie, ça nous rajeunit pas? Il paraît, oui. Il paraît. Bon, alors on continue, donc en effet, donc en lien avec cette projection bobine, et bien tout simplement, donc pour rappeler à nos téléspectateurs qu'à compter de cet été, vous passez, nous passerons au numérique. Au cinéma de Ben, tout numérique. Mais tout simplement, donc pour rappel, aujourd'hui les sorties se font quasiment en tout numérique, donc c'est la raison pour laquelle les cinémas sont obligés de s'équiper de cette manière. Et alors, nous avons ici Bertrand Pigné qui va pouvoir peut-être nous donner un retour d'expérience, puisque vous, ça fait à peu près un peu plus d'1 an, je crois, que votre salle est équipée au tout numérique. Alors dites-nous aujourd'hui quels sont les avantages et peut-être les inconvénients de les avantages, c'est tout simplement qu'on arrive à avoir accès au film, tout simplement, puisqu'en fait maintenant les distributeurs ne tirent quasiment plus de copies 35 mm que de manière très exceptionnelle et dans des contextes très particuliers. On est aujourd'hui à un taux d'équipement en France qui approche les 99%. Donc voilà, le 35 mm, c'est pas qu'il n'a plus sa place, mais tout simplement dans l'actualité, dans le flux quotidien
quotidien de la programmation. Les transports de films, les transferts de films se font ça facilite sur des disques durs. Pour vous, cet aspect technique de... On était habitué avant à travailler avec des pellicules. Il a fallu apprendre à changer de manière de travailler, mais les supports qu'on diffuse, ce qu'on diffuse, ça reste la même chose. Et alors du coup, un support pour plusieurs types de communication aussi, que ce soit des informations, de la publicité ou du film. Exactement. Tout va être sur le même support. Alors oui, voilà, nous ce qu'on essaye de faire, on essaye du coup d'utiliser le numérique. Comme on ne pouvait pas utiliser le 35 mm, le 35 mm nous permettait de passer des films, des publicités quand on nous en livrait, mais il ne nous permettait pas, à nous, salles, de produire des éléments de communication ou d'information au public, etc. Le numérique nous le permet, puisqu'on a tous des ordinateurs qui sont maintenant suffisamment performants pour pouvoir travailler la vidéo. Et donc, du coup, notre choix à nous, c'est dans les premières parties de programme, d'avoir des informations sur nos programmations, sur nos événements et éventuellement sur les événements de nos partenaires, puisqu'on diffuse en ce moment la bande-annonce du festival de Jouy en Josas depuis 2 semaines maintenant, ce qu'on n'aurait pas pu faire en 35 mm. Vous avez travaillé en lien aussi tous les deux, je crois, sur la partie ciné-compte. Sur le ciné-compte, oui. Oui, exactement. Et là, le support numérique devient intéressant parce que c'est un support plus propice, je dirais, au côté pédagogique ou à l'éducatif. Alors, par rapport au ciné-compte, pas nécessairement, mais sur tout ce qui est le travail avec les scolaires, oui, ça nous permet en fait lorsqu'on accueille les enfants dans une salle, de leur diffuser l'affiche du film, de pouvoir les interroger sur l'affiche avant qu'ils voient le film, ou après éventuellement, de revenir sur des extraits. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont possibles maintenant avec le numérique parce qu'on est sur un seul équipement et qu'on peut très facilement y brancher un ordinateur. Donc il n'y a que du positif, vous êtes rassuré? Vous étiez peut-être pas inquiet, ceci dit. Non, pas du tout. Mais c'est vrai, effectivement, de toute manière, maintenant, j'ai encore appris qu'hier, Paramount a annoncé qu'il ne sortirait plus rien, bien sûr, en argentique, en 35 mm, mais que même il retirait son catalogue, tous les 35 mm, donc il les garde en stock, mais ils ne sont plus accessibles pour une diffusion. Donc, on profite, nous, de ces derniers instants pour avoir quelques films encore avec cette... Petit bémol, je crois quand même, sur la partie, le métier du projectionniste, du coup, qui est en pleine mutation. Oui, c'est le second bémol. Moi, je voudrais revenir aussi sur ce bémol des films qui vont disparaître. Il y a toute une partie des films, toute une partie des catalogues qui ne vont plus être accessibles. La Cité de la Peur est un exemple frappant. Le film existe en 35 mm. Il n'est pas dit que le distributeur fasse des disques durs de ce film. C'est son choix. Donc, il est possible que bientôt ce film ne puisse plus être diffusé dans les salles de cinéma. C'est un investissement réel aussi sur le plan financier, véritablement. Va falloir vous équiper. Ça coûte très cher. Comment ça va se passer pour vous? Nous, on a budgété à peu près 80 000 € tout de même, voilà, sur lequel, effectivement, il pourrait y avoir une participation significative de tutelle du CNC en avance, etc. Mais c'est un coût extrêmement important, surtout pour des salles comme les nôtres, qui sont des salles de cinéma, dirais-je, occasionnelles, moins réguliers que Saint-Cyr ou d'autres lieux, et ça impose effectivement cela. Bon, mais d'un côté, ça permet de suivre effectivement ces évolutions, ces possibilités. Voilà. Et développer mais ça ne d'autres sera pas projets éventuellement. Voilà, ça permettra de développer aussi d'autres. Prenez ça avec philosophie, malgré tout. Mais Bah, il faudra célébrer cette évidemment, disparition. il faut le fêter. Mais c'est vrai qu'on profitera de ces moments-là aussi pour inviter les gens à monter en cabine pour qu'ils voient les particularités, la richesse, la beauté aussi de ces instruments de projection, de ce qui se passe dans la cabine, cette histoire-là. Est-ce que vous allez garder vos... Je pense qu'on va le garder, on va essayer de l'exposer en bas, voilà, comme d'autres théâtres, d'autres lieux le font. Mais nous, dans notre salle, le 35 mm est toujours présent. On a diffusé encore il y a peu de temps un programme de court-métrage en 35 mm parce qu'il n'est pas disponible en numérique, et la machine tourne très bien. Et quand je présente, moi, aux enfants, quand je leur fais visiter la cabine, je leur parle quasiment pas du projecteur numérique, je leur montre ce qu'est un projecteur de 35 mm, puisque la machine en elle-même parle visuellement, on comprend comment elle fonctionne. Un projecteur numérique, c'est une boîte noire avec un objectif d'un côté et un ordinateur à côté, quoi. Donc c'est aussi important de conserver le 35 mm pour pouvoir expliquer ce qu'est le cinéma. Dernière séance en 35 mm du côté de votre cinéma, dans votre cinéma à Ben. On va rappeler les grandes dates, les grands moments, les temps forts, le calendrier. Au mois de mars, quinzaine comédie. Au mois de... ensuite, ça va s'enchaîner. Semaine de l'espionnage, Barbacane, donc au début mai. Voilà. Et ça sera la sélection choisie et retenue
le public. Par les spectateurs. Votre sélection, Aurélia, SOS Fantôme ou Cité de la Peur, où il va falloir choisir? Oui, c'est difficile. Moi, je crois que j'irai aux deux, en tout cas. Vous irez aux deux. Le meilleur moyen, c'est de voter. Dans ce cas-là, on peut passer aussi par le site internet de la Barbacane. Oui, qui va s'afficher. Voilà. Et du côté des spectateurs, justement, nous sommes allés poser cette question. Quel est le film qui vous a le plus marqué dans les salles de cinéma ces 20 dernières années? On n'est pas remonté trop loin non plus. Ça nous intéresse. On va écouter quelques-unes des réponses recueillies aujourd'hui. Doberman, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. Et c'est un film très bon, un peu trop violent, mais super bon. Shutter Island était vraiment bien. Le film avec DiCaprio. J'ai bien aimé le film Les Vacances du Kobe parce que c'était un film assez drôle. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que ça fait très longtemps que j'avais pas ri comme ça. C'est intouchable. La ligne verte. Parce que l'histoire est sublime, c'est sublimement joué et puis ça change un peu de l'ordinaire. Danse avec les loups, 92, il y a Pulp Fiction, il y a Reservoir Dogs, il y a le Star Wars épisode 3. Moi c'est intouchable parce que j'ai trouvé ça touchant, parce que c'était drôle et parce que j'aime bien Omar Sy en fait. Ces 20 dernières années, effectivement, là c'était peut-être un peu compliqué sur le dernier des micro-trottoirs. S'il y a un film que vous deviez retenir de ces 20 dernières années chacun? Moi j'ai pas le temps. Ouh là là. C'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile. Ouais. Doberman, là, qu'il a cité le premier, c'est un bon choix. Mais c'est pas le. Moi, je vais m'abstenir, sinon on va influencer les. C'est très compliqué. Il y a tellement de films magnifiques. Enfin, ça paraît être un peu. Mais votre plus belle émotion au cinéma? Une belle émotion au cinéma en tout cas, dans une salle. Ma dernière belle émotion au cinéma, c'est Léo de Hurlevent. Voilà, qui est un film de André Arnold absolument magnifique. Et qui là, en l'occurrence, a été tourné en 35 mm et est passé au numérique magnifiquement. Voilà. Nous parlons cinéma ce soir. Aurélien, un rappel, le festival du court-métrage et puis les programmations des deux salles, Ben et Saint-Cyr. Donc le festival du court-métrage, c'est vendredi jusqu'à dimanche. Vendredi jusqu'à dimanche. À jouer en Josas. Avec 34 films en compétition, leçons de cinéma, ciné-con, ciné-quiz. Voilà, une programmation pour le jeune public. Voilà, et la mairie de Jouer en Josas qui s'est investie à fond dans cet événement. François Bréjot et Émilie Cucas, que je salue. Merci. Tout à fait. Du côté du cinéma, la Barbacane à Ben, donc une programmation globalement sur deux mois à peu près, avec des thématiques, comédie, mais pas dans la nostalgie, espionnage, voilà. Des retours, et puis le bonheur de voir encore ces films Exactement. Sur un grand écran, et la télé ne remplacera, désolé, jamais effectivement cette richesse. Et du côté du cinéma de Saint-Cyr, Les Yeux d'Elsa, c'est le 2 mars, une nuit entière consacrée donc à 4 films, serial killer. De 21h à 5h du matin pour les plus courageux, God Bless America, Maniac, Malcolm, un film, tout petit film qu'on voit pas mais qui est très bien, et Touriste, voilà, avec des quiz, des choses à gagner, des choses à manger aussi, etc. Voilà, on a 5h du matin, et à 5h du matin, pour les plus courageux, il y aura le petit déjeuner. La soupe à l'oignon, à 5h du matin. Non, je ne vais pas opter pour la soupe à l'oignon, mais il y aura du café, du thé et des viennoiseries. Le film de la semaine pour vous? Si on revient sur l'actualité de cette semaine au cinéma, il faut aller voir quoi? C'est une question piège. C'est une question piège. En tout cas, qu'ont retenu les spectateurs? Même chose, nous sommes allés à votre rencontre, vous le savez, le mercredi. Vos sorties ciné, nous allons recueillir vos réactions à l'issue des premières projections. C'est navrant, c'est lamentable. Je conseillerais à tout le monde de garder ces 10 €, d'en faire un meilleur usage. Disons que c'est un petit peu... au départ, c'est un peu timide, mais bon, j'ai bien aimé quelques parties du film, notamment quand ils sont dans le sud-ouest. Mais bon, ça détend, quoi, un petit peu. Ah, c'est du bon John McClane, quoi. C'est familial, c'est un épisode familial cette fois-ci. Mais bon, c'est super, c'est bien, c'est distrayant. Le film d'action qu'on attend. Le film d'action américain avec, je dirais, beaucoup de pif-paf et beaucoup de badaboum pendant 1h30. Pas beaucoup de temps mort. C'est spectaculaire et c'est marrant. C'est exactement ce qu'on attend. C'était un très beau film, un très beau document qu'ils nous ont fait voir. Oui, c'est très bien. Pour la survie des abeilles, justement, ça pourrait intéresser beaucoup de gens, je pense, même ceux qui ne sont pas dans l'apiculture. On est assez triste quand on voit l'apiculture, comment on la pratique aujourd'hui, notamment aux États-Unis. En France, on est à l'agriculture intensive, et là-bas, ils sont passés à l'apiculture intensive. C'est vraiment une échelle désastreuse. Et on peut retenir dans ce film, c'est pas les abeilles qu'on entend voler, ce sont les dollars qui volent là-bas. Ça m'a beaucoup intéressé puisque
j'ai été le voir parce que ça m'intéressait au niveau de comment c'était filmé, comment ils avaient fait pour filmer ça, puisque c'est de façon documentaire dans la forêt amazonienne, je crois. Pour finir la page culture, l'agenda. Et oui, un agenda spécial pour les amateurs de musique et principalement les instruments à cordes. Nous avons au Prisme d'Elancourt samedi à 20h un concert de jazz avec entre autres comme guitariste dans ce trio de musiciens Noé Enhart, et oui, le digne héritier de son aïeul Django. Suivi toujours samedi à La Verrière, donc un concert de musique pour violon, avec de 16h à 17h les auditions des élèves de l'école de musique et de danse de La Verrière et ceux du conservatoire de Maurepas, suivi à 20h30 d'un concert autour des violons de musique du monde. Merci Aurélia, prochain point sur la culture avec vous mercredi prochain, même horaire. Et si vous voulez revoir cette chronique, n'oubliez pas notre site internet, vous pourrez la retrouver dès demain matin, consultation gratuite et à la demande. Et j'en profite aussi que vous pouvez toujours laisser vos commentaires sur nos différentes éditions sur Twitter, #le 7-8. Est-ce que vous connaissez Lorenzo ? Non. Et ben vous allez faire sa connaissance, Lorenzo. Ce sera presque la mascotte du prochain salon de l'agriculture qui va s'ouvrir le 23 février, porte de Versailles à Paris. C'est un mérinos, un bélier mérinos. Il a 4 ans, 85 kilos. Reportage rencontre avec Lorenzo à Rambouillet. Lorenzo, magnifique bélier de race mérinos de Rambouillet, se prépare pour le salon de l'agriculture. Dès samedi et durant 9 jours, ce mâle de 4 ans quittera la bergerie nationale pour représenter les ovins. Pour faire honneur à sa race, importée d'Espagne en 1786, il a eu droit à un soin particulier. La traditionnelle taille des onglons, comprendre séance de manucure et pédicure, et une tonte au mois d'août afin de présenter une toison de 6 mois irréprochable. Pour l'anecdote, Lorenzo, qui tient son prénom d'un berger retraité de la bergerie nationale, produit l'équivalent de 9000 km de fibres de laine chaque année. Le manteau qu'on lui fait porter depuis le jour de sa tonte, c'est-à-dire ça fait 6 mois à peu près, a pour but d'éviter que des impuretés viennent salir sa toison, notamment la poussière, mais aussi toutes les impuretés végétales, le foin, la paille, puisqu'il vit en bergerie, donc il y a forcément des impuretés qui pourraient venir souiller la toison. Le travail des bergers s'est aussi porté sur le comportement de Lorenzo. Le mouton est un animal grégaire, habitué à vivre en communauté. Pour parader au salon, il a donc découvert les balades en solitaire et en laisse. Les premières sorties en dehors du groupe posent souvent des problèmes parce que l'animal s'inquiète un peu, il faut l'habituer. Après, on ne peut pas être très familier avec un bélier parce qu'il vient très vite assez cabot, assez têtu. Avec ses 85 kilos, Lorenzo a beau porter le prénom d'un humain, il n'en reste pas moins une bête de caractère. Effectivement, il a du caractère, Lorenzo. Rendez-vous porte de Versailles à Paris, salon de l'agriculture. Moi, je vous retrouve demain à 18h en direct. Bonne soirée.